Voilà. J'ai juste dit le. Et j'ai bugué. Non, l'invité peut-être le plus important, parce qu'on va pouvoir parler de vie en microgravité, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, oui. On va pouvoir parler de la vie dans le vide spatial, ou en tout cas, comment survivre à ce vide spatial. Et du coup, notre invité n'est autre que Adrien Robin. Je ne me trompe pas. Oui, non, vous avez raison, tout à fait. Du coup, spécialiste en microgravité et spécialiste en train de devenir spécialiste. Doctorant. Je suis doctorant. Je reste étudiant, modeste étudiant pour l'instant, mais j'espère un jour devenir un spécialiste. Du coup, quelle est peut-être la thèse actuelle sur laquelle vous travaillez? Alors oui, donc tout à fait. Donc je fais une thèse de doctorat sur le. Alors ma mathématique, c'est sur le système cardiovasculaire en microgravité, plus particulièrement en simulation de microgravité. En fait, on va simuler la pesanteur au sol pour avoir des effectifs plus importants, des coûts réduits, plutôt que d'étudier directement sur des astronautes, et sur les rythmes circadiens, donc les rythmes jour-nuit, la rythmicité humaine de l'astronaute, fréquence cardiaque, température, etc. Tous les paramètres pour lesquels nos astronautes sont sondés quotidiennement. Voilà, tout à fait. Oui, nous, on reproduit l'environnement au sol et on essaye de faire des études sur ces mêmes paramètres. Très bien. Je pense que le sujet est lancé. Oui, et du coup, dans la suite logique, quels sont les premiers, on va dire, problèmes? Je suppose qu'il y a des problèmes. Quand on vit en microgravité assez longtemps, en tout cas, quels sont les premiers problèmes qui surviennent sur un corps humain? Alors, tous les systèmes vont être globalement affectés de différentes manières, différentes intensités. Le principal problème lors des missions spatiales, ça va être les effets des radiations. C'est des effets sur le long terme, mais si on envisage des prochaines missions sur la Lune ou sur Mars, où on n'est plus protégé par l'environnement terrestre, là, les radiations vont nous bombarder directement. Donc, on doit développer des systèmes de protection contre ces radiations. Et sinon, des problèmes plus techniques, moins dangereux, mais qui restent handicapants pour l'astronaute, ça va être les problèmes osseux, les problèmes musculaires, les problèmes cardiovasculaires. Donc, globalement, l'astronaute dans l'espace est un sédentaire extrême, en fait, comme quelqu'un qui est alité dans un lit d'hôpital ou qui resterait dans le coma pendant plusieurs mois. C'est un phénomène d'inactivité aiguë. Et donc, il faut lutter contre cette sédentarité de l'astronaute. Et notre mathématique de recherche, c'est également de proposer des contre-mesures pour essayer de limiter les effets de cette sédentarité aiguë sur le système musculaire, osseux, cardiovasculaire. Du coup, c'est pour ainsi dire pourquoi Thomas Pesquet fait beaucoup de sport là-haut. Tout à fait. C'est pour limiter la fonte musculaire, la perte musculaire liée au fait qu'on n'utilise plus nos muscles dans l'espace, puisqu'on flotte. En fait, l'espace est un environnement beaucoup plus cool pour le corps humain. Et du coup. Le corps humain est une machine très fainéante, donc elle s'adapte à son nouvel environnement. Et donc, la problématique, ça va être lors du retour sur Terre ou lors d'une éventuelle visite d'une planète avec une gravité proche de la Terre, où là, les effets de l'absence de pesanteur peuvent être délétères. Et alors, du coup, pour la microgravité, on sait ce qui se passe, mais est-ce qu'on a des idées de ce qui se passerait sur une planète ou un astre qui aurait une gravité plus forte que celle de la Terre? Est-ce qu'on a des idées de ce qui pourrait se passer sur le corps humain? Alors, c'est une bonne question. C'est pas directement la thématique de recherche, mais on peut envisager faire un parallèle avec, par exemple, les sportifs de haut niveau qui font de l'haltérophilie ou de la musculation intensive avec des charges très lourdes. Je pense qu'une gravité supérieure à la gravité humaine impacterait les muscles et les tendons, en fait, le système osseux de manière délétère, une fatigabilité musculaire plus rapide, donc des astronautes opérationnels sur de plus courtes périodes, une fatigabilité cardiovasculaire plus grande, il faudrait un cœur plus musclé pour maintenir une perfusion cérébrale optimale. Et donc voilà, un entraînement cardiovasculaire qui demanderait, je pense, un temps d'adaptation assez élevé. Ça fait peur.
Alors, une question suivante, un petit peu donc plus axée sur Star Citizen, qui donc permet des sorties hors extravéhiculaires, donc dans l'espace, dans le vide spatial, sauf qu'il le permet des fois avec des combinaisons, on va dire, très légères, Ouais. qui ressemblent plus à des justes au corps en fait que des combinaisons. D'un point de vue scientifique, je suppose que ce n'est pas possible, mais est-ce qu'on pourrait imaginer peut-être des matériaux qui pourraient réduire l'impact des radiations sur le corps humain? Bah, le problème, c'est que pour l'instant, pour freiner l'impact des radiations, on n'a pas trop trouvé d'autres solutions que de blinder les vaisseaux. Et donc, qui dit blindage dit couches assez épaisses. Donc, des combinaisons très fines, pour moi, me semblent assez compliquées pour l'instant. Et sinon, on a quelques suppléments médicaux, pharmacologiques, pour limiter l'effet des radiations. Donc, des composés anti-réactifs qui vont limiter l'effet des radiations au niveau cellulaire. Mais on n'a pas de remède miracle pour l'instant, clairement. Et donc l'effet des combinaisons très légères, comme on peut voir dans le film Seul sur Mars ou dans Star Citizen, sur des planètes avec un soleil tel qu'on connaît sur le système solaire, avec des vents solaires et, voilà, et des radiations sur une planète sans atmosphère, ça me semble très compliqué pour l'instant. Je ne pourrais pas sortir dans le vide avec mon pyjama, et c'est bien dommage. Exactement. Tant pis. Oui. Oui, donc, du coup, naturellement, ces notions qu'on applique à la microgravité et aux radiations, elles s'appliquent aussi sur les planètes. Mais est-ce que du coup, pour la vie sur nos planètes, il faudrait prendre en compte ces aspects de microgravité et de radiation? Et je suppose que les mêmes procédés pourraient être appliqués sur une vie, pour une base lunaire, martienne, extraplanétaire. Est-ce qu'il y a des solutions qui pourraient être appliquées pour autre que dans l'espace, vraiment? Autre que dans l'espace. C'est-à-dire pour protéger les astronautes sur la planète. Alors, il y a déjà des réflexions. Alors, je pense que certains des chercheurs en physique seront plus à même de répondre. Mais déjà sur la Lune, sur la prochaine mission Artemis de la NASA, on imagine des constructions de base scientifiques avec du rigolithe lunaire, donc en utilisant les matériaux disponibles au sol pour protéger, pour blinder la station. Mais après, tout dépend de l'environnement disponible, la présence d'eau, de glace, de structures à la surface, s'il y a des grottes permettant de se réfugier, ou des structures naturelles, artificielles, qui permettent d'exploiter ça. Pour ce qui est de la vie, là, je n'en sais pas plus. C'est moins mon domaine. Mais pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est très intéressant, ce que j'avais jamais réalisé, effectivement, on parle souvent de l'absence d'atmosphère sur une planète qui était rédhibitoire, mais il y a aussi le fait, effectivement, de la gravité. Et quand est-ce qu'on parle d'une gravité qui est... Est-ce que c'est vraiment ce que la gravité terrestre, c'est 0,9, je ne sais plus. Et vraiment, est-ce que c'est à combien de décimales près, ou d'un coup, ce sera plus tolérable pour le corps humain? Est-ce qu'il y a une tolérance? Est-ce que sur Mars, est-ce qu'on peut envisager que ce soit OK? Pour quelle durée? Est-ce qu'on a une idée de ça? Alors, ça dépend vraiment de ce qu'on compte faire et de ce qu'on impose à l'astronaute. Moi, je travaille surtout sur des modèles d'hypoactivité et de simulation de microgravité au sol par immersion sèche. Donc, on immerge des sujets dans des bains flottants pour reproduire cette absence de gravité. Et dans la littérature scientifique, directement chez des astronautes, donc là, vraiment en apesanteur complète. Malheureusement, il y a eu très peu d'études de physiologie sur les missions lunaires Apollo, par exemple. À l'époque, c'était vraiment de l'opérationnel pur. On voulait mettre un homme sur la Lune, on faisait beaucoup moins d'études de physiologie, et donc on a très peu de données, il n'y a pas eu grand monde, et de recul là-dessus. Après, un astronaute vit très bien sans gravité, tant qu'il est en apesanteur. Le problème va se situer quand il va revenir à une situation de gravité supérieure à laquelle il s'est exposé pendant plusieurs mois. Il faudrait mieux rester dans l'espace, donc. Voilà, c'est soit on y reste, soit on n'y va pas. Mais petite question, c'est si je comprends bien, vous travaillez du coup dans un laboratoire appelé Mythobasque. Oui, je suis rattaché au laboratoire Mythobasque. Oui. Quel est l'environnement dans lequel, comment on peut imaginer la vie, les recherches dans un laboratoire qui étudie du coup ce champ d'application? Alors moi, je
suis basé au CHU d'Angers, au centre de recherche clinique, et je m'appuie sur des études cliniques, sur des essais cliniques chez l'homme, qui sont effectués dans les cliniques spatiales de Toulouse, par exemple. Et dans les laboratoires d'analyse, ça va être plutôt sur des études cellulaires, moléculaires, et chez des modèles animaux. Par exemple, chez le rat ou chez la souris. Le problème des modèles animaux, pour mathématiques, pour les effets cardiovasculaires, c'est que c'est des modèles très petits. Et la gravité dépend vraiment de la taille de l'individu qu'on souhaite observer. Il y a beaucoup d'études qui sont faites en très typique, chez la girafe, par exemple, avec un cerveau très éloigné du cœur. Mais c'est pour montrer que ça dépend vraiment de l'individu étudié. Donc pour mathématiques, chez le modèle animal dans le laboratoire, c'est moins intéressant pour étudier l'effet de la microgravité sur le système cardiovasculaire. Mais sur d'autres effets, par exemple sur la fonte musculaire ou des effets sur le stress, par exemple, c'est très étudié. Et, c'est une des thématiques d'avenir, et on s'intéresse beaucoup là-dessus, au niveau de stress et à l'état psychologique de l'astronaute, via aussi des modèles animaux. Et c'est la grande question de comment un astronaute va réagir sur une mission d'1 an, voire 3 ans sur Mars, avec des voyages de plusieurs mois dans une boîte métallique de vaisseau spatial. C'est très compliqué. Moi, ça m'angoisse. Je sais pas pour vous. Mais du coup, si on envoie Thomas Pesquet, tout va bien. Tout ira bien. Tout bon. Eh bien, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin du coup de cet entretien. Et encore pour vous, merci de nous avoir accompagnés dans cette conversation. Merci. Merci à vous. Merci pour vos questions. Merci aussi du coup à mes compères de chez MGG qui m'ont accompagné durant cet entretien. Merci évidemment au 122 qui nous héberge pour cette session-ci, pour de toute façon ce Cosmo Festival auquel vous êtes conviés si vous avez la possibilité de venir demain si vous n'êtes pas encore venu. Et bien sûr, je remercie le public ici présent qui nous a accompagnés aussi durant cet entretien et qui surtout a permis des entretiens speed meeting motivés. Et ça, c'était absolument merveilleux. Merci tout le monde. Et oui, évidemment, merci Terre des Sciences qui a permis ces entretiens, qui a permis à ces chercheurs de venir discuter avec nous. Terre des Sciences qui est du coup notre partenaire privilégié pour ce Cosmo Festival. Merci tout le monde. Et on se retrouve du coup d'ici quelques instants, ou j'ai envie de dire quelques heures, parce qu'on n'est jamais à quelques heures près de retard. À plus tard. Soon TM, exactement comme dans Star Citizen, vous l'avez compris, on ne s'éloignera jamais de ce sujet. Merci encore et à très vite.